Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette toute nouvelle soirée consacrée au polar avec la rencontre que vous allez suivre dans quelques instants, puis une soirée d'enquête intrigante. Ce temps n'aurait pu avoir lieu sans nos invités du jour, Sophie Le Barbier, Romain Puertolas et Jean-Marc Souvira, qui ont tous et toutes accepté de maintenir leur participation, même si les plaidoiries n'ont pu avoir lieu. Un grand merci à tous les trois d'être venus. Merci à toi Marie-Madeleine d'avoir accepté d'animer cette rencontre qui va être particulière à plus d'un titre. En effet, pour la première fois, une rencontre de clameurs est construite en partenariat avec la Maison d'arrêt de Dijon. Il nous tenait à cœur de vous présenter plus particulièrement ce dispositif. En amont des rencontres, la bibliothèque de Dijon s'est rendue à la maison d'arrêt pour échanger avec des détenus ayant accepté de lire les livres de nos autoristes invités. Les bibliothécaires sont revenus avec des questions et nos trois invités y ont répondu. Cet échange intérieur-extérieur va prendre la forme d'un podcast qui sera diffusé sur la chaîne interne de la maison d'arrêt et sur les plateformes de la bibliothèque. Vous entendrez dès ce soir, en avant-première, 3 voix, 3 avis, 3 paroles de détenus enregistrées dans le cadre de la réalisation de ce projet. Pour des raisons propres au fonctionnement administratif de la justice, certaines personnes n'ont pas pu être enregistrées. Ce sont donc les bibliothécaires qui ont prêté leur voix aux mots des personnes détenues. Cet apéro polar sera suivi d'une grande soirée murder party à la Bibliothèque patrimoniale et d'études en partenariat avec Mortel Soirée. J'espère que vous passerez tous et toutes un très bon moment. Bonne fin d'après-midi et bonne soirée à tous. Bonsoir Sophie Le Barbier. Bonsoir Marie-Madeleine. Nous venons d'entendre un extrait que vous avez choisi d'une musique qui vous tient particulièrement à cœur. Donc avant d'entrer dans votre roman « Les liens mortifères » publié chez Albin Michel, j'aimerais juste que vous me disiez en 2 mots pourquoi vous avez choisi cette musique. C'est la bande originale d'une série qui s'appelle The Leftovers. La musique a été composée par Max Richter. Et j'ai écrit ce roman au son de cette bande originale. Donc on va comprendre tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une comédie, le roman. Et je trouve que ça fait un pont entre mes 2 vies professionnelles, puisque avant d'écrire ce roman qui est mon premier, j'ai été scénariste pendant 15 ans et j'ai créé des séries. On peut en donner un exemple, le Profilage notamment, qui est très très connu. C'est à votre initiative que cette série est née. À mon initiative et à celle de Fanny Robert, ma co-auteure, âme sœur d'écriture, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez abandonné le scénario, mais en tout cas, vous avez mis une parenthèse pour écrire ce roman, Les liens mortifères. Les liens mortifères qui nous emmènent à la rencontre notamment de 2 personnages. Évidemment, il y a pléthore de personnages, mais les personnages principaux sont Léonie et Fento.
Léonie est psychanalyste. Elle va, alors qu'elle ne l'a pas vue depuis un an, répondre à l'appel de sa sœur Ingrid, qui lui donne un rendez-vous. Elle semblerait qu'elle habite chez une connaissance. Elle lui donne rendez-vous alors qu'elles ne se sont pas vues depuis si longtemps. Et quand Léonie se rend sur les lieux, pas d'Ingrid. En revanche, il y a un bébé de 1 mois qui se trouve dans cet appartement. Et là commence évidemment le mystère. Elle va évidemment faire appel à la police, notamment à cause du bébé, parce que semble-t-il que sa sœur est quand même coutumière de ces disparitions, donc c'est pas tellement ce qui l'inquiète autant que la présence de l'enfant. Arrive évidemment sur scène Fento, cette flic qui est proche de la retraite et qui, on sent que on lui la fait pas, hein. C'est quelqu'un qui a du métier. Elle a quelques heures de vol. Voilà. Et va commencer une enquête qui va nous emmener sur des territoires totalement inattendus. Parallèlement, un autre personnage très important à une autre époque, qui est une sorcière, qui s'appelle Alaïde, et dont on va découvrir l'importance au fur et à mesure, évidemment, du roman. Il y a aussi la mère des 2 sœurs, la mère de Léonie et d'Ingrid, de Laurence, qui elle est professeure d'histoire. Et c'est important parce qu'évidemment, la grande histoire, on va dire, va faire des incursions dans cette intrigue. Alors, 2 questions en une. La première, peut-être forcément la moins importante, mais quand même j'aimerais que vous y répondiez, qui serait de dire qu'est-ce qui fait qu'on passe du scénario au roman ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous inspire ces personnages qui sont essentiellement des personnages féminins et qui vont être en prise avec, encore une fois, la grande histoire. D'où vient l'inspiration de ce livre ? Alors, moi je suis passée du scénario au roman parce que j'aspirais profondément à avoir accès à l'intériorité des personnages, ce qui est impossible en scénario, puisque dans un scénario, tout doit être incarné dans des situations. Donc on n'a pas accès au flux de conscience de nos protagonistes, on n'a pas accès à une vision un petit peu surplombante que pourrait avoir un narrateur. Donc pas d'analyse, pas de description, encore une fois pas d'introspection. Et paradoxalement, même si pendant près de 15 ans j'ai écrit du scénario, mon cerveau ne produit pas de la situation naturellement. Donc j'avais envie de tenter l'aventure de l'écriture sur le format romanesque. Voilà. Et pourquoi ces personnages féminins notamment alors féminins, je pense tout bêtement parce que je me projette plus facilement dans des personnages féminins, mais pourquoi ceux-ci en particulier de par mon histoire, ma formation, j'ai 2 grilles de lecture du monde qui sont une lecture historique d'abord, puisque ma première formation sont des études d'histoire, et une lecture psychologique. Je pense que j'ai épuisé pas mal de psy depuis pas mal d'années. Et puis, j'envisage toute chose et toute interaction à travers ce prisme-là. Donc ça me semblait naturel. Alors, il y a aussi des passages qui se passent dans un village, semble-t-il, moyenâgeux. On va découvrir au fil de l'histoire que ce lieu est un petit peu particulier. On y retrouve des personnages, notamment Marguerite, Jeanne, Pierre, et on va les suivre dans leur quotidien, on va dire. Évidemment, ils ont un impact très important sur l'enquête qui nous occupe, à savoir la recherche d'Ingrid et qu'est-ce qui lui est arrivé et qui est ce bébé et d'où vient-il. Mais effectivement, vous nous emmenez au cœur du Moyen-Âge d'une manière un petit peu détournée. Comment est venue cette idée ? Cette idée est venue du visionnage d'un documentaire à la télé, je crois que c'était sur Arte, sur Guédelon. Donc je ne sais pas si dans la région ici, j'imagine, vous connaissez tous bien Guédelon, mais moi je ne connaissais pas. Donc pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une expérience assez unique qui existe depuis une trentaine d'années, il me semble, où des chercheurs, des historiens, des volontaires reconstruisent à l'identique un château fort du Moyen-Âge avec les procédés de fabrication de l'époque. Et donc ces gens-là vivent XIIIe siècle, mangent XIIIe siècle, construisent XIIIe siècle, etc. Et j'ai été totalement fascinée
par cette expérience. Et à partir de là est née l'histoire du hameau. Alors, on va y revenir dans un instant, mais je propose qu'on écoute un extrait de votre livre qui va être lu, alors, que je ne me trompe pas de nom, lecture par Mariam et Isia, et parallèlement, c'est Mona Grandjean qui va nous faire le plaisir de dessiner pendant la lecture, et peut-être aussi un petit peu après. On est trois. Vous êtes trois. Isabelle aussi, alors, c'est ça? Bravo. Ça marche? Ouais. Compagnon, Compagnon, dit-elle d'une voix forte. je réclame un vote. 1 heure plus tard, les 35 membres permanents du hameau étaient réunis dans la salle commune et échangeaient des regards interrogateurs. Dans les premières années, toutes les décisions, même les plus triviales, étaient soumises au vote. Le système avait montré rapidement ses limites. Et il était rare désormais qu'un vote soit organisé de but en blanc, sans débat préalable, apartés en tout genre et constitution secrète de clan. Le hameau avait beau être démocratique, il n'en était pas moins humain. En théorie, chacun pouvait solliciter un vote quand bon lui semblait. En pratique, il s'en organisait 3 ou 4 par an, toujours prévus longtemps à l'avance. Or, personne ce jour-là n'avait la moindre idée de ce que Jeanne avait en tête. Elle faisait face à l'Assemblée. L'air grave. Compagnon, vous le savez déjà, Alice a accouché pour la 5e fois aujourd'hui. La délivrance a été longue, dangereuse pour elle et le bébé, mais elle a tenu bon. Devant son courage et sa générosité, il y a des égoïsmes que nous ne pouvons plus tolérer. Elle laissa planer un court silence afin que chacun se demande de qui elle parlait, avant d'asséner « Le comportement de Marguerite est inacceptable ». Publiquement désignée comme objet d'opprobre, Marguerite sentit peser sur elle le regard de tous ses compagnons. Elle se raidit et serra plus fort Guillaume qui dormait dans ses bras. Jeanne poursuivit implacable. La guérisseuse se faisait procureur. Depuis la naissance de Guillaume, Marguerite fait preuve d'une possessivité petite bourgeoise contraire à nos principes. Guillaume passe ses journées avec elle. Non seulement Marguerite travaille moins que nous, mais elle entrave en plus la socialisation de l'enfant. Elle prétend l'aimer, mais elle l'aliène, elle le rend capricieux. Les autres enfants ne comprennent pas pourquoi il est traité différemment. Nous ne pouvons plus tolérer cette injustice. En conséquence, je vous soumets la proposition suivante. Marguerite doit confier Guillaume à la Menie ou quitter la communauté. Merci beaucoup, mesdames. Et pendant que le dessin continue d'apparaître, donc nous venons d'avoir un extrait justement qui se passe dans le hameau. C'est une enquête qui va se mener sur plusieurs fronts. D'abord parce que Léonie va mener la sienne, que Fento va en mener une autre, et qu'au fur et à mesure de l'histoire vont se superposer des couches. Et on va découvrir, évidemment je dis rien, attention, mais on va découvrir que même des personnages dont on ne soupçonnait pas qu'ils pouvaient avoir la moindre implication dans cette histoire, finalement les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Alors j'y vais sur la pointe des pieds, c'est toujours compliqué avec les auteurs de polar de dire des choses. Vous considérez que votre personnage central c'est Léonie, c'est Fento ou c'est un binôme ? Alors, c'est un binôme. C'est un binôme et spoiler alerte, dans le deuxième, Léonie va intégrer l'équipe de Fento. Donc, je l'ai vraiment conçu, ce roman, comme la rencontre de ces deux personnalités. Et mon héroïne, c'est la réunion de Fento et de Léonie. Alors, ce qu'on peut dire aussi, qui me paraît très intéressant, c'est que Léonie arrive comme enquêtrice et d'une certaine manière, elle va se retrouver propulsée aussi actrice de cette intrigue, à la fois à son corps défendant, mais aussi parce qu'elle va découvrir des choses enfouies. Oui, c'est-à-dire que je voulais à la fois tisser une intrigue policière qui est menée par Fento et son équipe et une enquête plus intime, plus personnelle, qui est celle que mène Léonie pour découvrir
en cherchant ce qui est arrivé à sa sœur, elle va être amenée à découvrir que le passé de sa mère est trouble à tout le moins. Et à côté de cette enquête intime qu'elle mène, elle va être sollicitée par Fento pour la guider dans le cadre d'une audition d'un suspect qu'elle n'a pas les moyens de mener seule, en tout cas sans l'aide d'une psychologue. Et c'est comme ça qu'elles vont découvrir qu'elles sont faites en fait pour... C'est comme ça qu'elles découvrent leur complémentarité et c'est comme ça que Léonie met le doigt dans un engrenage et découvre fascinée l'envers de la police judiciaire, ou plus exactement la police judiciaire de l'intérieur. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous parlez d'un deuxième tome, c'est que, en tout cas sur ce premier roman, Léonie va aussi devoir ouvrir les placards, les greniers, les caves, pour, d'une certaine manière, faire face à la fois à son passé, à son histoire, à sa famille, à ce qu'elle est. Et en entendant que vous l'avez prévu sur d'autres épisodes, j'ai le sentiment que c'est un peu une manière de lui faire sa généalogie dès le premier livre, pour qu'elle puisse libérer d'une certaine manière de ce passé, avancer sur les prochains. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais pas d'autre moyen que de les faire se rencontrer sur une intrigue qui concernait Léonie à titre intime, puisque a priori il n'y a aucune raison sinon qu'elle participe à cette enquête. Or, il fallait que cette rencontre ait lieu. Donc j'ai construit les choses de cette façon-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'enquête policière de ce roman concerne l'histoire intime de Léonie pour que la rencontre ait lieu et ensuite mettre en place le duo. Qu'est-ce qu'on peut dire, sans déflorer l'histoire, sur Ingrid, sur ce qu'elle représente? Alors, elle a disparu, on ne sait pas, on va apprendre plus tard ce qui est arrivé. C'est une très jolie femme, mais quels sont les enjeux de ce personnage? Ingrid, c'est la femme sur laquelle tout le monde a projeté beaucoup de choses, sauf la seule personne dont elle aurait eu besoin de projection, c'est-à-dire sa mère. Pour moi, c'était le personnage sur lequel tout le monde se retourne de l'extérieur, sans avoir la moindre conscience du vide abyssal qui la hante à l'intérieur d'elle-même. C'est une magnifique enveloppe, mais que pas grand monde, et pas même Léonie malheureusement, n'a pris le temps de vraiment découvrir. La personne dont elle était le plus proche, c'était son père, celui dont elle pensait que c'était son père en tout cas, le mari de sa mère. Or, il est décédé de façon précoce, donc il y a déjà ce grand vide en elle. Et entre ce vide, la froideur qu'elle ne s'explique pas de sa mère à son égard et sa beauté stupéfiante, ça fait un cocktail qui fait qu'on va projeter sur elle des choses qui lui échappent et à l'adolescence, elle va choisir de répondre à ces projections parce que c'est plus simple et malheureusement, ça ne va pas très bien se terminer. L'incursion du Moyen-Âge, vous disiez tout à l'heure que vous avez une formation d'historienne, ça vient de là? Ça vient de là et ça vient de ma grand-mère. Parce que tout vient de ma grand-mère, de son rapport aux histoires, à l'histoire et aux histoires. Ça a commencé par des récits de mythologie grecque et romaine adaptés aux enfants. Puis après, ça a été la transmission de toute une littérature populaire dont je trouve qu'elle est une des plus nobles. Donc c'est les grandes sagas historiques de Henri Troyat, les rois maudits de Maurice Druon, voilà, c'est tout ça. Et puis évidemment l'allégorie de la sorcière, qui est aussi un personnage important du livre, Alaïde. On comprend évidemment plus tard pourquoi, mais en tout cas encore une figure féminine où on y voit à la fois aussi une symbolique au-delà de la légende. Oui, j'avais envie de travailler sur les problématiques de filiation, de maternité entravée. Et Alaïde, c'est
on l'a dit sorcière parce qu'en fait c'est une femme qui sait, c'est une femme qui est dépositaire d'un savoir et ce savoir est perçu comme menaçant. Et elle est dans un rapport de filiation avec la nature qu'elle perçoit comme sa mère. Et j'avais envie de poser dès le prologue, dès la première scène du roman, toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté de ce lien qui est la maternité, qu'on va célébrer demain, par ailleurs, puisque Alaïde, s'échappant d'une foule d'hommes qui cherchent à la tuer, se réfugie, invoque Mère-Terre, invoque donc cette mère nature et se réfugie en l'invoquant à l'intérieur de la cavité d'un arbre et Mère Terre, pour la sauver des hommes, finalement redonne vie à l'arbre. Des lianes se déploient de cette cavité et vont l'étouffer vivante. Une fusion en même temps qu'un sacrifice. Absolument. Alors, je propose qu'on écoute l'extrait que nous avons enregistré de la maison d'arrêt, justement. Je crois que quelqu'un a un avis sur votre livre. Fil conducteur du livre qui, pour moi, a été parallèlement en lien avec les histoires familiales, les secrets et leur incidence dans le présent, la construction psychologique des générations futures qui m'a beaucoup touché. Voilà. Donc, d'abord, comme quoi le polar peut générer de l'émotion, c'est pas juste des intrigues et des rebondissements, c'est aussi beaucoup d'émotions. Moi, c'est ce que j'aime dans le polar, c'est le but, c'est-à-dire que le polar nous donne une trame. Normalement, le polar vous apporte une promesse de tension. Donc c'est a priori une histoire qui est écrite pour que vous soyez accrochés, pour que vous ayez envie de tourner les pages, pour que vous ayez envie de connaître la suite. Et en même temps, à l'intérieur de cette trame, à l'intérieur de ces codes, vous avez un mort au début, vous avez une résolution de l'enquête à la fin, vous avez une liberté incroyable et un spectre extrêmement large pour pouvoir déployer ce que vous avez envie de dire. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne moi, mon ambition c'était d'émouvoir, effectivement, et je suis ravie que ça ait été le cas. On a un très joli dessin derrière, je vous laisse le voir, Sophie, parce que c'est vraiment très beau. Ah oui, ça invoque les personnages sans déflorer l'histoire, et c'est vraiment très très beau. C'est presque biblique, je trouve. Voilà. Il y a un petit côté jugement de Salomon. Ah, c'est super. Donc un grand merci à Mona Grangeon et Sophie Le Barbier, Les liens mortifères. C'est le titre de votre premier roman qui ne sera pas le dernier. On s'en réjouit parce que c'est absolument passionnant. C'est publié aux éditions Albin Michel. Un grand merci. Merci beaucoup. Et je vais demander à Romain Puertolas de venir me rejoindre. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Comment ? On prononce le S ? Oui, comme vous voulez. Bon, en espagnol, c'est Puertolas. En français, Puertolas, Puertola. J'ai tout entendu depuis petit. Puertolas. Voilà. Les Ravissantes, c'est le titre de ce roman publié aux éditions Albin Michel. Le dessinateur nous rejoint, David Prudhomme, qui ne va pas tarder à sévir. Oui. Nous allons changer de contexte. Romain Puertolas, Les Ravissantes, nous emmène en 1976 en Arizona, dans une ville qui s'appelle Saint-Sauveur. Oui, Saint-Sauveur. Et dans cette ville, il y a de mystérieuses disparitions. Des adolescents disparaissent les uns après les autres. Au plus grand désespoir, semble-t-il, de leurs parents et de la communauté. Évidemment, il va y avoir une enquête. Il se trouve que dans ce même endroit, il y a une communauté, une secte, semble-t-il, menée par un certain Ortega, autoproclamé Jésus-Christ.
et qui vit, comme évidemment toutes les sectes, en vase clos avec ses ouailles. Bien évidemment, les disparitions vont faire beaucoup jaser et une enquête va être menée pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des liens avec cette communauté ou pas et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le roman s'ouvre avec l'interview d'un journaliste en prison. Il s'adresse au coupable, là, le coupable, on ne sait pas, mais en tout cas, il s'adresse à la personne qui est emprisonnée et semble coupable de ces kidnappings. Et va commencer le récit de cette histoire, donc je le disais, qui se passe en 1976. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de planter cette histoire à cette époque-là, en 1976, où bien évidemment, dépourvu de toutes les technologies que nous connaissons aujourd'hui et dans un contexte lointain aussi en Arizona, dans un lieu assez isolé. Alors oui, effectivement, j'ai placé cette histoire dans un pays dans lequel je n'ai pas vécu. J'ai vécu dans plusieurs pays, mais pas aux États-Unis. Et à une époque que je n'ai pas beaucoup connue, puisque je suis né en 75, donc effectivement j'avais 1 an. Ce qu'il y a, c'est que j'aimais beaucoup cette atmosphère. C'était créer d'abord une ambiance donc des États-Unis à cette époque-là, très hippie. Et qui allait bien avec ce que je voulais raconter, c'est-à-dire l'histoire de cette communauté, cette secte, avec Emilio Ortega, qui est un Mexicain autoproclamé, et Jésus-Christ, non pas la réincarnation de Jésus-Christ, mais il se dit Jésus-Christ lui-même. Et je pensais que ça allait bien avec ça. Alors, il y a aussi ce fait de la technologie. Moi, dans mes livres, la technologie, c'est-à-dire en gros le téléphone portable, c'est quelque chose que j'essaye d'éliminer très rapidement. Dans le livre, l'un de mes livres les plus connus, qui est Le Fakir dans l'armoire Ikea, le téléphone portable doit partir au bout de 5 minutes, parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus d'aventure avec un téléphone portable, parce que si vous êtes perdu dans la nature, vous mettez sur Google Maps, vous avez tout de suite votre localisation en GPS. Si vous voulez faire une recherche, vous la faites automatiquement. Voilà, c'est trop facile. Donc, j'aime bien éliminer ça. La meilleure manière d'éliminer le téléphone portable, c'est d'aller à une époque où il n'y en avait pas du tout. Voilà. Et puis, en tant qu'auteur, ça me permet de me documenter. J'ai un grand plaisir à faire des recherches pour apprendre des choses moi-même et apprendre des choses au lecteur. Là, pour le coup, le matériel utilisé, parce qu'il y a une enquête par un shérif, justement, j'aime beaucoup cet aspect du shérif aux États-Unis, sur quelle machine à écrire ils écrivaient, quelle voiture ils avaient, des choses comme ça. Donc, je me documente beaucoup là-dessus et ça me provoque beaucoup de plaisir à l'écriture. Oui, et puis c'est une petite ville, une petite communauté, donc en fait il y a aussi les rapports entre les gens sont différents de ceux d'une grande ville. J'imagine que ça aussi, ça a joué. C'est-à-dire, vous parlez de shérif, c'est le shérif de la petite ville qu'on connaît plus ou moins, qu'on a croisé. Les gens se côtoient. Il y a un personnage qui a un diner. Donc j'imagine que ça participe aussi à l'ambiance dans laquelle vous voulez nous embarquer, c'est-à-dire de cette proximité où il y a un mystère, presque comme un mystère dans une famille, en fait. Oui, c'est ça, c'est en huis clos, on va dire, presque un village. J'aime beaucoup quand la police n'a pas beaucoup de moyens, et donc là on a le shérif qui est vraiment tout de suite dépassé dans ce petit village où il ne s'est jamais rien, il n'est jamais rien arrivé. On a cette communauté qui s'est installée, avec de la délinquance que ça a pu apporter. Et ce shérif est totalement dépassé par cette disparition. Il y a 3 adolescents qui disparaissent la même semaine. Donc déjà, il faut savoir si ces disparitions sont liées entre elles ou si elles sont... si elles n'ont pas de point commun. C'est quand même assez étrange. Hein. Ce serait une grande coïncidence qu'il n'y ait pas de commun entre ces 3... disparition, voilà, je cherchais le mot avec séquestration, enfin bon. Mais voilà, c'est vraiment une ambiance que je voulais recréer et de mystère. On a aussi des extraterrestres qui viennent dans ça. On est un peu perdu. Parce que j'aime beaucoup en fait perdre le lecteur. Je lui dis toujours tout depuis le début. Je donne tout. Toutes les pistes sont là. Sauf que le lecteur ne voit pas ce que je suis en train de lui dire et à la fin, il se fait surprendre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la baffe qu'on a à la fin. J'adore ça, la baffe où on se dit « c'est pas possible ». Non, c'est cet effet-là que je cherche. Donc avant d'écrire, j'ai toujours la fin, évidemment, du livre. Alors, je parlais de proximité. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est la manière dont...
pour essayer d'élucider le mystère, le shérif va être un peu nos yeux et nos oreilles. Mais du coup, on va découvrir par ramification les histoires des uns et des autres à travers le regard des autres, mais aussi vous nous révélez peu à peu des pans de vie des uns et des autres. Et ça permet, pense-t-on, de nous faire une idée de ce qui s'est passé. Mais ça signifie que construire une trame avec une intrigue, une enquête, ça veut aussi dire aller à l'intérieur de l'intimité des personnages. Oui, c'est ça. C'est aussi un élément, alors il y a un élément un peu psychologique qui est qu'on renseigne le lecteur sur des personnages. Et puis il y a aussi cette notion de donner de fausses pistes, puis il y a l'événement aussi perturbateur et ralentisseur, on va dire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire que je vais donner une solution, parce qu'il y a toujours plusieurs intrigues dans mes livres, et je vais donner la solution, mais d'un coup on passe à une autre famille et c'est retardé un petit peu. Donc c'est vraiment une espèce de petite technique pour jouer avec les nerfs du lecteur. Mais il y a aussi cet aspect de la famille, de connaître chacun des personnages et plus approfondir. C'est le premier livre où j'approfondis le plus les familles, mais aussi l'endroit. J'ai créé un endroit qui n'existe pas. Saint-Sauveur n'existe pas aux États-Unis. Je l'ai placé dans l'Arizona, à côté de Tucson. Il y a des gens qui l'ont cherché, mais non, ça n'existe pas. Mais j'ai recréé une histoire, c'est-à-dire qu'au tout début, vous avez l'histoire depuis la fondation par des colons bourguignons qui vont coloniser cette petite partie de Tucson et y fonder ce village qui s'appelle Saint-Sauveur et tout ça. Vous avez vraiment un historique et c'est fait de telle manière qu'on y croit. Et c'est ce que j'aime beaucoup, mélanger la fiction avec la réalité. Alors je propose qu'on écoute à nouveau un extrait de la maison d'arrêt. À quoi il fait référence. C'est un roman rythmé qui se lit très bien. On se demande jusqu'au bout qui a pu commettre les enlèvements, ce qui crée beaucoup de suspense. J'ai bien aimé également le dossier à la fin qui raconte dans quelles conditions l'auteur a écrit le livre. Voilà, Bon, ça va, ils sont gentils. Ils savent pas que je suis capitaine de police, j'imagine. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que on aime connaître la cuisine interne de l'écrivain. Ouais, j'aime bien quand je prends un livre, moi, parce avant d'être écrivain, je suis lecteur. Et j'adore regarder à la fin s'il n'y a pas les remerciements ou notes de l'auteur, des choses comme ça, et que je lis en premier. Il ne faut surtout pas mettre des spoilers dedans, parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui les lisent en premier. Et c'est ce que j'ai... Et voilà, j'ai mis ça, comment j'avais écrit l'histoire, comment elle m'est venue à l'esprit. Elle m'est venue à l'esprit après avoir lu un livre d'Haruki Murakami, qui n'était peut-être pas très connu. Maintenant, il est un peu plus connu. C'est un auteur japonais. Et voilà, j'explique un petit peu un petit peu la recette, la cuisine. J'aime beaucoup ça et je trouve que c'est sympathique parce que ça permet d'avoir un making-of, comme quand on aime un film, on aime bien savoir comment ça a été tourné, où ça a été tourné. Voilà. Donc c'est des petites informations que j'ai mis à la fin. J'ai dû batailler parce que mon éditrice, elle n'est jamais chaude pour mettre des choses comme ça. Donc j'ai un peu bataillé pour ça. Et c'est un peu plus intéressant peut-être pour le lecteur que des remerciements où on remercie machin que personne ne connaît, qu'il n'y a que l'auteur qui connaît et la maison d'édition. Donc là, il y a un petit plus en fait pour la personne qui lira le livre. Ouais. Il y a dans ce livre une enquête dont on a le sentiment qu'elle est... que le moteur, c'est aussi la friction entre les parents et le shérif. Il y a des personnages qui arrivent comme ça. Alors, je peux parler d'un médium. Voilà, donc je vérifie auprès de l'auteur qu'il y a des choses que j'ai le droit de dire, parce que je fais attention. Il y a un médium aussi qui arrive à un moment, et en fait, on a le sentiment que c'est une enquête qui va se mener un petit peu à travers la confrontation entre les familles et la police, et que de là va ressortir, je ne sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'à travers cette tension qui va se créer entre les deux, c'est là que le moteur va se mettre en marche pour aller vers la résolution de l'intrigue, et que chacun va se révéler. Il y a comme une tension entre les forces de l'ordre et les familles.
Oui, vous avez raison. C'est l'élément moteur de ce livre, c'est la tension qu'il y a. C'est même pas une friction, c'est vraiment une guerre qu'il y a entre les familles des victimes, c'est-à-dire enfin, les victimes, c'est-à-dire les familles, les mamans, on va dire, même plus que c'est elles qui vraiment portent le flambeau de retrouver leurs enfants, et la police, c'est-à-dire le shérif en l'état, qu'elle trouve assez laxiste, passif, voilà, parce que lui est tenu aussi par un code pénal, il est tenu par des personnes qui sont au-dessus de lui et qui n'ont pas intérêt à ce qu'il découvre des choses. Et donc on a vraiment cette enquête, c'est ce que j'aime moi. Moi j'ai toujours aimé les enquêtes qui ne sont pas menées par des policiers, en fait. Voilà. Parce que pour moi, ok, c'est normal, c'est un détective privé. Bon, ça, c'est très cinématographique, parce que détective privé, en France, en tout cas, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne font pas les enquêtes qu'on voit à la télé. Mais bon. Mais quand c'est un policier qui fait une enquête, bon, ok, c'est normal. Et machin. Donc, j'aime bien quand c'est un cuisinier qui fait une enquête, ou, je sais pas, un homme ou une femme au foyer, enfin, n'importe qui. Et là, du coup, ça va être les mères des enfants. Donc, c'est-à-dire que le shérif va avoir une figure un peu plus estompée, et ça va être une enquête vraiment menée par les mères qui sont vraiment les intéressées, on va dire. Parce que le shérif, lui, après, il rentre à la maison le soir, et voilà. Et les mères restent avec ça, et les pères aussi, mais c'est les mères ici. Les pères sont plus effacés, mais c'est les mères qui restent avec leur angoisse de ce qui est arrivé à leur enfant. Donc, on a vraiment ça, cette enquête des mères. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne part pas d'un meurtre, on part d'une disparition. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément, aucune preuve tangible. D'où d'ailleurs des incursions avec l'idée qu'il peut y avoir des extraterrestres ou du paranormal, etc. Ils se sont évaporés dans la nature, semble-t-il. Et cette idée de la disparition, elle est aussi très particulière dans le genre. C'est-à-dire que c'est pas la même on le traite pas de la même manière qu'un meurtre dans une intrigue. Ah oui, le mystère, la disparition, c'est merveilleux par son mystère, justement. Quand on a un meurtre, eh bien, on a le cadavre et il faut trouver qui l'a tué. Non, en général, l'autopsie nous révèle assez rapidement comment il a été tué. Donc vraiment, la grosse question est qui l'a fait. Okay. Par contre, dans les disparitions, c'est beaucoup plus passionnant, on va dire, puisqu'on a des tas d'énigmes, d'inconnus à résoudre. C'est-à-dire, ok, ils ont disparu, sont-ils encore vivants ou non? Sont-ils partis de leur plein gré ou non? Voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup plus qu'un simple meurtre. Et c'est ça que j'aimais explorer. Effectivement, il y a la piste des extraterrestres. Alors j'apporte ça d'une manière, c'est vrai que ça peut paraître absurde ou loufoque et dit comme ça, mais bon, les Américains sont très friands de ça, mais j'apporte des pistes où à des moments donnés le lecteur peut se dire oh tiens, bon, mais voilà, j'apporte beaucoup de pistes. Mais effectivement, la disparition, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle apporte beaucoup de mystère. D'ailleurs, mon prochain roman qui sort en janvier est sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui est une disparition par excellence. Exactement. Et donc, on est vraiment dans ce mystère qui est assez passionnant. Alors, je propose qu'on écoute un extrait de lecture par Romain, Sophie et Lisa, si je ne me trompe pas. Sont-ils ? Ils sont là. Le shérif Golden détestait agir sous la contrainte. Mais il ne pouvait décemment plus surseoir à l'action. Sous la pression du vent de protestation qui secouait la ville et menaçait de devenir tempête, il n'avait eu d'autre choix que de rendre une visite de courtoisie à Emilio Ortega. C'était un oiseau rare que l'on ne voyait jamais en ville. Il préférait y envoyer ses sbires. Un oiseau qui restait dans sa cage dorée, la forteresse qu'il s'était bâtie pour regarder le monde dont il ne voulait plus. Golden savait que, légalement, il ne pouvait l'accuser de quoi que ce fût. Aucune preuve, pas la moindre piste même, ne conduisait à la communauté où il n'y était rattaché. De près ou de loin. Juste l'intuition des parents des disparus et de ces quelques autres centaines de personnes qui les suivaient. Des habitants désireux de voir les hippies déguerpir et de retrouver leur ville telle qu'elle était avant. Paisible. Parfaite. C'était une intuition que,
Si bizarre que cela pût paraître, lui ne partageait pas, et qui ne devait en aucune manière l'influencer. Il se ferait un devoir de traiter le Mexicain comme un citoyen normal de Saint-Sauveur. De se souvenir que tant qu'une personne n'était pas reconnue coupable, elle était innocente. Merci beaucoup. Alors le voilà, Emilio Ortega. Oui, en plus il y a un élément dont on n'a pas parlé effectivement qui est dans le livre, c'est que c'est un génie des échecs qui va jouer une partie d'échecs avec le shérif. Ouais. Alors justement, oui, parlons-en un petit peu de ce personnage. Il est donc très intelligent. Il a créé cette communauté qui ressemble un peu à une arche de Noé version humaine, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et soi-disant, il a entendu un message de Dieu qui lui a dit qu'il y aurait un nouveau déluge, mais non plus un déluge d'eau, mais un déluge de feu dans quelques temps, et que donc toute l'humanité serait rasée. Et donc, il a chargé Emilio Ortega de réunir non pas des animaux, mais des êtres humains pour les sauver. C'est pour ça que la communauté s'appelle la communauté des sauveurs. Et alors par contre, il faut voir les gens qui vont être sauvés quand même, parce que sa communauté, voilà, c'est effectivement beaucoup de délinquants, de petits criminels, de gens qui ont fui leur vie d'avant et pour se racheter sont venus dans cette communauté, les hippies, beaucoup de personnes assez droguées, tout ça. Lui est vraiment au-dessus de ça, c'est quelqu'un de très raffiné, c'est quelqu'un de très intelligent, et il a une idée en tête, voilà, avec ça. Et donc voilà, on a vraiment cette vision-là d'espèce de messie qui est revenu pour sauver les êtres humains. Et voilà. Alors je propose qu'on écoute l'extrait que vous avez choisi, l'extrait musical, et vous nous expliquerez juste après pourquoi. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will ever own the mine. Nobody of it is worth. Hey. Alors, déjà, vous avez fait un dessinateur heureux. David Prudhomme se retient de ne pas se lever pour danser. Ouais. Non mais David, il fait des choses en plus qui sont très... C'est des détails qu'il y a dans le roman, parce qu'effectivement, il y a une statue dans la communauté de 33 mètres de haut, d'Emilio Ortega, et avec justement des symboles et des alphabets et tout ça, donc c'est vraiment très détaillé. Je me suis inspiré pour le coup de la secte, du Mandarum. Parce que je l'ai visité quand je devais avoir 12 ans. Avec ma mère, on est passé par Castellane. Alors c'était vraiment l'attraction. Vous passiez par Castellane, il y avait des panneaux avec la communauté du Mandarum et tout ça. Et on y était allé, il faisait une journée de porte ouverte. On s'est demandé si on allait entrer, s'ils allaient fermer les portes après. Mais donc ma mère et moi avons assisté à un petit discours dans une petite pièce dans laquelle ils vous racontaient leurs croyances et tout ça. Alors moi j'avais 12 ans et je trouvais ça complètement, et je me disais, il y a des adultes qui vont vraiment là-dedans et qui croient à ça. Bon, voilà. Et donc je me suis vraiment inspiré de ça. C'est pour ça que l'histoire des extraterrestres et tout ça, parce que c'était pas mal dans la secte du Mandarum aussi, et la statue. Voilà. Et la musique ? Et la musique, oui, alors qui va très bien avec l'époque, Jimi Hendrix, toute cette musique psychédélique qui va vraiment comme bande sonore du livre. Ouais. Alors, le livre Les Ravissantes, vous aurez la réponse du titre en lisant le livre, c'est aux éditions Albin Michel. Un grand merci Romain Portelas d'avoir partagé un peu avec nous, et puis merci à David pour ce très beau dessin. David qui va rester avec nous. Merci beaucoup.
Et je vais demander à Jean-Marc Souvira de me rejoindre. Vous allez Comment, pardon, j'ai pas entendu. Je demande à Jean-Marc Souvira de prendre votre allez, place. Jean-Marc, allez. Et nous allons d'ailleurs commencer... nous allons parler évidemment de votre livre « La porte du vent », publié aux éditions Fleuve Noir. Mais je propose de commencer par l'extrait de La Maison d'arrêt. Peur par sa taille. Je n'aime pas spécialement l'histoire à la base. Il y a beaucoup d'explications, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et puis c'est un livre qui m'a procuré différentes émotions et je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a fait rire et pleurer. Que demande le peuple, rire et pleurer. C'est mission accomplie, j'ai envie de dire. Jean-Marc Souvira, La porte du vent a une de ses particularités, c'est que c'est à la fois un roman policier, mais c'est aussi un grand roman d'histoire. Effectivement, on a entendu dans le commentaire, j'ai appris beaucoup de choses, mais moi aussi j'ai appris beaucoup de choses, et des choses qui devraient, semble-t-il, être quand même dans les livres d'histoire qu'on nous enseigne, et qui finalement sont passées un petit peu à la trappe, puisque manifestement, beaucoup de choses sont vraies dans ce que vous nous racontez. Tout commence avec la mort d'un des membres de la mafia. Donc il y a deux mafias qui s'opposent, la mafia juive et la mafia chinoise. Il y a du grabuge entre les deux communautés. Grabuge qui va faire que vont venir chacun, l'un d'Israël et l'autre de Chine, les anciens, et vont venir régler une situation qui est en train de s'envenimer méchamment. Ce qui est extraordinaire, c'est d'abord, moi je découvre l'existence de ces deux communautés que je ne connaissais pas particulièrement, de mafia, parce qu'on entend parler beaucoup de la mafia albanaise, de la mafia russe, etc. Ce sont des mafias qu'on connaît moins bien. Et par ailleurs, pour comprendre l'importance de ces deux personnages qui vont rentrer en scène, vous allez nous embarquer 100 ans plus tôt, au moment de la Première Guerre mondiale, et on va apprendre des choses absolument incroyables. Alors, premièrement, Jean-Marc Souvira, quelques mots sur ces communautés que vous mettez en scène. Comment est née l'idée? Est-ce que c'est né d'une histoire vraie? Est-ce que vous avez vous-même, puisque vous avez travaillé, je crois, 30 ans, vous avez travaillé dans la police pendant 30 ans? Oui, j'étais commissaire de police. Oui. Est-ce que c'est des communautés auxquelles vous-même vous avez été confronté? Comment est née l'idée de ce livre? Alors l'idée du livre est venue... alors, je pilotais un service qui était l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. C'est un service de police judiciaire au niveau national qui traite la grande délinquance financière, mais surtout derrière ces mots, c'est le financement du terrorisme, le blanchiment du trafic de stupes, c'est toutes les grandes pitreries financières, quoi. Et on va être amené, avec mon service, à travailler sur deux mafias qui sont... que tous les différencie. C'est-à-dire on a une mafia juive et une mafia chinoise. Ces deux mafias travaillent ensemble. On a à la fois des hommes que tout oppose. C'est pas la même culture, c'est pas la même religion, c'est pas la même langue, c'est pas la même origine, c'est même pas la même nourriture, c'est pas les mêmes lieux de fréquentation. Sauf que quand on s'est mis à travailler dessus, on a vu, parce qu'on les voyait vraiment ensemble, quoi. Donc les premiers, la communauté juive faisait des grandes escroqueries, enfin les mafias juives, des grandes escroqueries, par centaines de millions. Vous avez tous entendu parler de la taxe carbone, ce genre d'escroquerie qui a planté l'État de plusieurs milliards d'euros. Mais de notre côté, quand vous avez, si je donne à tout le monde des tas de billets, vous allez les prendre, mais si je vous en donne beaucoup, comment faire après vous ne pourrez pas les mettre en banque, parce que votre banquier va vous taper sur l'épaule, va vous dire cher ami, il est surtout ton argent là. Donc ils se sont retrouvés à travailler, et travailler avec la mafia chinoise qui blanchissait leur argent. Donc on avait une communauté d'intérêt sur l'argent. Donc on va travailler là-dessus, on va faire de grandes arrestations, beaucoup de saisies d'argent, de patrimoine, immobilier, voitures, coffres, machines à compter, lingots d'or, j'en passe des meilleurs. Tout ça c'est parti à la Caisse des dépôts. Et donc moi je me retrouve avec les deux chefs de clan
Et je leur pose la question, mais depuis quand vous vous connaissez et depuis et d'où ça vient? Et les deux, c'était des quadragénaires, ils répondent franchement, ils disent on ne sait pas, ça a toujours été comme ça. Et là, la machine du romancier se met en marche. Je me dis, il faut que je trouve. Mais c'est pas possible cette histoire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que je vais découvrir, c'est leur lien, mais surtout c'est la vérité de leur lien. C'est-à-dire que dans la première partie du roman, on a cet affrontement entre les mafias, parce que les deux chefs disent « Ok les gars, on bosse sur le fric, on ne risque pas d'aller en prison longtemps pour ça, et on est très riches. Par contre, on ne touche pas les stupes. Laissons ça aux Russes, aux Albanais, aux Marocains, etc. Mais on ne touche pas les stupes. » Sauf que deux jeunes vont franchir la ligne rouge, et on va partir sur des trafics, et c'est là-dessus que les deux mafias vont s'affronter, même si elles ont une communauté d'intérêt très forte, et que les chefs vont tenter d'apaiser, parce que c'est pas bon pour le business. Et les deux chefs, un qui vient de Jérusalem et l'autre qui vient de Pékin, deux octogénaires qui se connaissent depuis la nuit des temps, viennent à Paris pour pacifier tout ça. Sauf que ils vont prendre les deux jeunes chefs restants, les amener sur un lieu où ils vont être battus comme plâtre, en leur disant « bon, maintenant ça suffit cette histoire, etc. » Vous rentrez chez vous et on reprend le business, on laisse tout tomber. Et là, il y a un policier, enfin un groupe de policiers qui observe la scène, et le chef de police, qui est un commandant de police qui pilote le dispositif, regarde, il laisse faire tout ça. Et quand tout le monde s'en va, il s'approche de cet endroit et il dit « mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ?» Cet endroit existe, je l'ai photographié. Donc évidemment, on ne le dit pas. Et là, l'histoire va basculer en 1916. Alors qu'est-ce qui se passe en 1916? Je continue. Il se passe... alors attendez déjà, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer l'extrait musical que vous avez choisi, et puis on va continuer. Voilà, c'était celui-là. Alors, c'est beau, hein? C'est magnifique. C'est la musique, c'est le thème principal du film In the Mood for Love, qui est un film absolument merveilleux. Voilà. Alors pourquoi cette musique? Parce que dans le roman, dans la première partie du roman, parce que le roman est en 3 parties, c'est maintenant, avant et maintenant. Dans la première partie du roman, donc le policier qui mène l'enquête, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Dalmat, qui est un ancien séminariste. Toute sa vie, il a écouté des chants grégoriens, des musiques d'église, etc. Et un jour, il est chez lui, dans une petite maison qu'il vient d'acheter dans le 19e arrondissement à Paris, et il entend cette musique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre quelques extraits de musique, mais il ne sait pas ce que c'est cette musique. Et elle vient, cette musique, elle est jouée par un violoniste de l'autre côté de chez lui. Et un jour, il est dans la rue et il voit arriver, sortir d'un taxi, une jolie jeune femme avec un étui à violon. En fait, il lui dit « c'est où habite le violoniste ?» Il fait « non, je suis la violoniste ». Bon, il ne dit rien parce qu'il ne sait pas trop encore le morceau. Et alors qu'il est dans sa voiture,
avec une de ses collaboratrices. Il met son téléphone en marche avec la musique, il fait c'est chouette ça. Et sa collaboratrice lui dit mais tu es romantique, c'est In the Mood for Love, etc. Donc il s'empresse bien de retenir le morceau. Et quand il va recroiser la violoniste, il dit c'était très très joli ce morceau de musique In the Mood for Love, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est romantique, voilà. Oui, et puis même, je trouve que ça colle bien même avec la partie historique, celle que vous nous basculez en 1916-1917, où il y a cette forme à la fois de mélancolie, parce que il faut quand même raconter qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire ces 140 000 Chinois enrôlés. Ouais. En fait, quand on bascule dans le roman en 1916, Paul Dalmat, qui a assisté voilà, au règlement de compte entre les deux jeunes chefs, là. Alors je vais vous dire où ça se passe, quand même. Ça se passe au cimetière militaire d'Étaples. Alors Étaples, c'est une petite ville qui est entre Le Touquet et Boulogne-sur-Mer. Et vous avez un grand cimetière qui est le cimetière du Commonwealth. Et là, vous avez 12 000 tombes. 12 000 tombes alignées. Des régiments de pierre. Des gens des jeunes qui sont décédés, qui avaient 18-20 ans, quoi. En fait, il y a 11 999 tombes alignées. Et il y en a une toute petite qui leur fait face, c'est celle d'un petit Chinois qui s'appelle Fu Pai. Donc, quand je vois cette tombe et que je vois ça, je dis, ça c'est un élément très fort de l'histoire parce que c'est une porte d'entrée dans le roman. Et un des gardiens du cimetière qui est là dit ça vous intéresse l'histoire, et Paul Dalmat, qui est un séminariste, il regarde ces tombes et puis il pense à une prière sur la prière des morts. Donc il est pris par tout ça parce que c'est un homme, c'est pas le flic qui met de la farine dans le nez, qui vous les porte avec les pieds, etc. C'est un homme de réflexion, c'est quelqu'un qui regarde les choses un peu différemment. Et donc le jardinier lui dit, il y a quelqu'un qui pourrait vous en parler. Et donc Paul Dalmat va arriver dans un café, dans un petit café à Étaples, où le patron c'est un métis chinois qui existe, hein, et il lui dit, donc il vient à discuter. Et là, c'est quoi l'histoire? Bon, je n'ai pas tout dévoyé, parce que sinon... En fait, en 1916, les Français perdent 1000 hommes par jour. 1000. Les femmes sont dans les champs, les femmes sont dans les usines. L'armée anglaise, le 1er juillet 1916, va perdre 60 000 hommes en un jour. Ils ont fait comme les Russes font avec les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils ont bombardé pendant 3 semaines, matin, midi et soir, sans discontinuer pendant 3 semaines. Ils ont envoyé des milliers d'obus, des orages d'acier, comme disait Hearst, c'est un livre de Junger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les Allemands étaient enterrés très profond, et quand certains Anglais vont sortir de leurs tranchées avec des ballons de foot. Ils pensent qu'ils ont rasé tout le monde. Sauf que les Allemands sortent des mitrailleuses, ils vont coucher 60 000 bonhommes. Voilà. Donc, Français et Anglais sont exsangues. En 1916, la guerre peut basculer. Les femmes sont dans les champs et sont dans les usines d'armement, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire c'est des travaux lourds. Et donc, Français et Anglais ont une idée, ils disent il faut de la main-d'œuvre étrangère. Et là, ils vont recruter 140 000 Chinois. Donc, 140 000 Chinois vont venir sur le sol français pour aller dans les usines, pour aller dans les champs, etc. Mais au bout d'un moment, on va leur taper sur l'épaule, on va leur dire les amis, il faut aller nettoyer les tranchées, il faut rechercher les morts, il faut aller remettre les barbelés en place, etc. Et ces Chinois vont rester jusqu'en 1920, puisqu'ils vont servir à ce qu'on appelait désobuser les champs de bataille. Et là, certains ils auront 20 000 morts. Entre la grippe espagnole, sauter sur les mines, etc., les Chinois vont perdre 20 000 bonhommes. Mais cette histoire de Chine est assez merveilleuse parce que quand les Chinois sont dans le nord de la France, les Français ne veulent plus les voir. On ne veut pas de mariage de bâtards, on ne veut pas de petits gosses avec les yeux bridés, donc il faut que les Chinois dégagent. Bon.
Donc les Chinois vont dégager et ils vont partir du nord de la France, ils vont arriver Gare du Nord, ils vont prendre des camions, direction Gare de Lyon, Marseille, bateau, direction la Chine. Sauf que, ça toujours c'est la réalité, sauf que certains vont sauter des camions Gare de Lyon. Et ils vont se fondre, c'est la première communauté qui va se créer en 1920 à Paris, donc en France. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chinois qui avaient côtoyé des soldats juifs vont se retrouver avec la communauté juive. Les Chinois sont des artisans, ils travaillent le cuir, ils sont des maroquiniers, etc. Et là, on va les voir rentrer comme ça. C'est comme ça que les liens entre les communautés vont se créer. Au départ, on a une communauté de fraternité. C'est un roman qui parle d'espoir, de fraternité, d'amitié. Bien sûr, c'est un roman policier. Mais derrière ces histoires de police, derrière ces histoires de mafia, etc., il y a des hommes. Et que sont devenus les hommes? Qui étaient-ils? Voilà, c'est un peu ce que je raconte dans cette histoire. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Je propose qu'on écoute un extrait justement de ce livre qui va être lu par Annick, Lisa et Bénédicte. Il traversait un champ quand Zhang s'arrêta soudain et leva les yeux au ciel. Des millions d'étourneaux tournoyaient. Compacts, ils montaient, descendaient, changeaient brusquement de direction, obéissant à un ordre interne au groupe qui dictait ces variations. Sun Hao et Shen Li admiraient eux aussi ce phénomène mystérieux, s'interrogeant sur ce vol à la fois désordonné et ordonné. Zhang, comme aimanté par le nuage d'oiseaux, s'écarta des deux hommes, sans prononcer un mot, fit glisser de son épaule son sac à terre et enroula rapidement sa natte sous son bonnet. Il s'avança de quelques pas et tendit ses deux bras vers la nuée d'étourneaux qui s'éloignaient. Sun s'en étonna. Il s'apprêtait à le questionner quand Shen lui fit signe de se taire et lui désigna le ciel du regard. Les oiseaux revenaient ensemble vers Zhang, qui démarra une série de mouvements lents, amples, une sorte de danse que l'énorme masse des oiseaux se mit à suivre, se laissant guider par l'homme, petits points rivés sur le sol. La silhouette filiforme de Zhang était un mélange d'élégance et de force. Il ressemblait à un chef d'orchestre guidant des musiciens sur une partition connue de seul. Il était évident, à cet instant précis, que rien d'autre n'exista pour Zhang. Un lien étrange, fort, invisible, le reliait aux oiseaux. Cette connivence silencieuse créait un monde à part dans lequel Zhang et les étourneaux évoluaient. Sun Hao et Shen Li, fascinés à la fois par Zhang hors du temps et par le ballet des oiseaux qui virevoltaient, n'osaient briser par une parole, un geste ou une respiration cette harmonie parfaite. Quelques minutes plus tard, Zhang ralentit ses mouvements. Puis, ramenant doucement ses bras le long du corps, il inclina son visage en guise de salut. Les milliers d'étourneaux amorcèrent alors une spirale ascendante au-dessus du jeune homme, lui rendant son adieu muet, et reprirent leur vol vers le sud, disparaissant en seulement quelques secondes. Le spectacle terminé, Sun et Shen eurent spontanément envie d'applaudir, d'acclamer, de questionner Zhang. Mais le calme s'imposa pour prolonger la poésie de ce moment de magie. Merci beaucoup. Et puis aussi un grand merci à David Prudhomme. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci vraiment, c'était chouette. Et David pour son animation, parce que là c'est même j'ai vu. extraordinaire. Alors vous savez que ces nuées d'oiseaux, ça s'appelle des murmurations. Et
Mais je n'ai pas écrit le mot murmuration dans le roman parce que c'est un mot trop contemporain. Et en 1916-1917, si j'avais écrit des murmurations, ça aurait été une dissonance par rapport à l'époque. Mais je voyais, ce qui est extraordinaire, c'est que je voyais le dessinateur avec Tsang et les murmurations. Et vraiment, merci beaucoup, parce que c'était un très beau moment de poésie grâce au dessinateur et puis à ces 3 jeunes femmes qui ont vraiment lu un passage que j'ai adoré écrire. Il y en a 2 comme ça. Il y a plusieurs passages où je me disais, je ne sais pas comment font Romain et Sophie, mais parfois j'écrivais comme ça, puis quand j'avais... Je me levais de trucs, mais j'étais tellement content de ce que j'avais écrit, tellement, je me suis dit, et voilà. Et je me suis dit, j'espère que les lecteurs vont aimer. Et quand on voit la couverture du livre, il y a un petit, il y a un bonhomme là, qui est mon personnage principal, qui s'appelle Tsang, qui est un type merveilleux. Et un jour en dédicace, il y a un monsieur qui avait lu le bouquin qui vient, donc je lui signe, il parle, il me dit, vous savez, je regrette que Tsang n'existe pas. Et donc ça m'a séché parce qu'effectivement, il n'existe pas. Mais bon. Vous êtes sûr? mais voilà, c'est un homme merveilleux. C'est un homme merveilleux, Tsang. C'est un homme qui est christique quasiment, qui dépasse de beaucoup. Voilà, j'ai adoré écrire ce bonhomme, comme les autres, etc. Et puis vous avez quand même une histoire de transmission. Il y a de la transmission entre les hommes. Il y a de l'identité. Et je n'aurais pas pu écrire ce roman en premier roman, parce que ça m'a demandé beaucoup. Alors, la partie police, c'est mon job, heureusement que je n'ai pas fait de recherche, mais la partie historique, ça m'a demandé énormément de recherche. Et je ne voulais pas écrire un livre d'histoire, je ne suis pas un historien, mais je voulais que, quand le lecteur lira, tout ce qu'il a écrit, c'est vrai. C'est-à-dire quand les Américains débarquent, et que les Français disent aux Américains, mais vous serez prêts quand? Et Pershing, nous, il dit, mais c'est la réalité, il dit, on sera prêts au printemps 1919. Les Français, et Joffre, ils disent, printemps 1919, je pense qu'on parlera tous allemand, quoi. Hein. Et les Français vont dire, mais vous avez des soldats noirs là, dans votre truc, qui déchargent les camions, les bateaux qui sont à Brest, on pourrait peut-être les avoir. Et Pershing va dire, avec vos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, nous, on est un État ségrégationniste. 1, vous les équipez, parce que les gars défilaient avec des manches de pioche, il ne fallait pas qu'ils touchent des armes. 1, vous les équipez. 2, vous ne leur serrez pas la main. Et 3, s'ils vont au combat, vous faites ce que vous... Voilà. Donc les Français vont les récupérer. Ils vont les équiper de A à Z, cascadriens, etc. Et à la fin de la guerre, aux grandes dames de Pershing, les soldats noirs américains qui ont introduit le jazz en France en 1917 vont être, à titre individuel et à titre de régiment, les plus décorés de l'armée américaine. Donc là, les Américains blancs vont devenir fous. Et en 1919, défilé de la victoire, Foch dit « Tous ceux qui ont contribué à la victoire contre les Allemands vont tous défiler Champs-Élysées avec Arc de Triomphe. » Pershing dit « D'accord, mais pas les négros. » Et donc moi j'ai voulu réhabiliter aussi ces hommes parce qu'un des ancêtres, enfin des grands-parents, a été décoré par Obama 95 ans après. Et je me dis, voilà, je vais faire une réunion d'hommes qui ont vraiment donné pour la France et qu'on a complètement oublié. Et moi j'ai découvert ça en écrivant ce roman. Voilà. Un très grand merci, Jean-Marc Souvira. C'est avec plaisir, vous revenez vraiment. quand vous voulez nous raconter des histoires. La Porte du Vent, c'est aux éditions Fleuve Noir. Merci à David Prudhomme pour son très beau dessin. Merci à vous de nous avoir écoutés.